Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques du Design. Je suis Nicolas Guy, designer et cofondateur de l'agence conseil Front Guys. Front Guys est une agence conseil spécialisée en product design et en développement front. Dans cette série de podcasts, nous plongeons dans le témoignage de professionnels qui font le design d'aujourd'hui et découvrons comment elles ont triomphé de leurs échecs et surmonté les difficultés pour en sortir grandis. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous rencontrons Laurent Thibault. Bonjour Laurent. Salut! Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va et toi? Merci de m'avoir invité, c'est super sympa, je suis ravi d'être ici pour le deuxième épisode de ce podcast. Eh ben parfait, merci beaucoup. Nous aussi, on est ravis de t'entendre. Merci beaucoup de prendre du temps pour échanger avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Yes, bien sûr, donc salut tout le monde, donc moi je suis Laurent Thibault, j'ai 29 ans et je suis Engineering Manager chez Decathlon, donc je travaille dans l'équipe Design System, donc vous l'avez peut-être déjà vu sur internet, il s'appelle Vitamine et en ce moment on a une nouvelle implémentation en inner source dont malheureusement je ne peux pas donner les détails pour le moment, qui est basé du coup sur les design tokens, etc. Donc d'autres principes. Et donc moi je suis technical leader, donc c'est-à-dire que j'ai une équipe aujourd'hui de trois développeurs, quelqu'un sur Android, quelqu'un sur la plateforme Apple et quelqu'un sur la plateforme web. Et côté web, on supporte plusieurs technologies, notamment React, Svelte et Vue.js. Et donc sur le côté, ouais, je suis créateur de contenu aussi dans la thématique du design system, du product design, du design d'interface, de l'engineering, de la tech, un petit peu de business aussi. J'ai notamment une newsletter qui s'appelle Webpreneurs, que j'essaie de tenir à peu près une fois par mois, qui a aujourd'hui plus de 220 abonnés. Je publie aussi régulièrement sur LinkedIn. J'ai quelques projets en open source, notamment un plugin Figma qui permet de récupérer toutes les variables que j'avais sorties assez rapidement, que Figma sorte sa feature aussi. Donc je suis un passionné par la tech et c'est pour ça que je suis aussi ravi d'être ici parce que j'écoute beaucoup de podcasts, ça me nourrit au quotidien, je lis pas mal de livres quand je peux, plutôt l'été surtout quand je suis en vacances, etc. J'hésite pas. Et donc j'ai hâte de découvrir aussi d'autres épisodes dans ce podcast que je trouve très intéressants sur la thématique des échecs. Parfait, bah merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai envie de te dire, quand j'entends tout ça, est-ce que tes journées à toi, elles font 48 heures ou comment ça se passe? Très, très belle question. Effectivement, oui, à côté, je suis passionné de musique. J'ai aussi une famille, hein. Je suis marié, j'ai deux enfants, donc deux petites filles de 3 ans et 1 an et demi. Vie chargée, vie rythmée, mais c'est un petit peu mon profil. Je n'aime pas m'ennuyer. Je suis passionné au travail, donc je le sens pas vraiment comme une forte fatigue. Et puis, je suis aussi un grand passionné de productivité, d'outils. Et donc, j'essaie toujours de trouver des méthodes qui font que au lieu de passer 4 heures, je vais essayer de tout faire en 1 heure. Je vais essayer d'avoir une forte culture de l'écrit plutôt qu'essayer de mettre des meetings à chaque fois. Je vais essayer de trouver des méthodes qui peuvent m'accélérer au maximum. Utiliser des outils qui m'aident pour tout ça. Utiliser des techniques aussi de productivité. Le Pomodoro, le fait de faire des pauses régulièrement, le fait de faire des fois des micro-siestes, etc. Tout ça, c'est des bonnes pratiques qui font qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, avec de la régularité, on gagne en efficience. Mais maintenant, voilà, je sais que le chemin est pas forcément simple et moi j'ai encore beaucoup de failles aussi là-dessus et il y a des périodes où j'ai peut-être été trop loin et après je ressens des gros coups de fatigue. Mais voilà, l'idée c'est toujours de se relever et de voir qu'est-ce qu'on peut enlever dans notre quotidien, qu'est-ce qui ne fait plus sens, savoir dire non aussi, voilà, essayer d'enlever des éléments pour toujours rester au top et aussi c'est important je pense de régulièrement faire un petit bilan aussi sur nous-mêmes, peut-être par exemple chaque fin de mois faire un petit coup de rétroviseur et de regarder ce qu'on a fait et peut-être se dire bah ça je vais moins le faire puisque finalement c'était un gros effort pour un faible impact. Et quand j'entends impact je parle d'impact sur ma vie, sur moi-même. Et du coup ça inclut bien sûr mes missions au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille mais également au sein de ma vie personnelle. C'est toujours une histoire de balance mais c'est important aussi de regarder chaque mois. C'est pour ça que moi je suis pas un grand fan, par exemple là on est début d'année, les résolutions, tout ça, le faire à l'année et pas forcément regarder en arrière, mais tout de suite redire, bon là, dès le 1er janvier, je me lance là-dessus. Moi, je suis plutôt dans l'inverse, en chaque fin de mois, regarder un petit peu ce que j'ai fait et pour le mois suivant, voir qu'est-ce que je peux mettre de côté et sur quoi d'autre je peux mettre l'accent. Ouais, donc ça passe beaucoup par l'optimisation des process et de la communication et de la C'est productivité, ça, quoi. ouais.
Hyper bien, hyper intéressant. Alors, très bien, merci en tout cas beaucoup pour cette belle présentation. Avec Donc, on va plaisir. rentrer dans le dur du sujet. Donc, du coup, de Yes. quel échec tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'un échec dans mes débuts de la gestion du design system, parce qu'en fait, je l'ai cofondé avec différentes personnes, dont certaines qui sont encore là dans l'équipe aujourd'hui. On l'a cofondé en fait en 2020, en sortie de Covid. On l'a vendu vraiment bottom-up dans l'entreprise, en posant les problèmes sur la consistance de notre écosystème chez Decathlon, des problèmes sur l'efficience aussi, le fait que beaucoup de personnes recommençaient à chaque fois les mêmes interfaces, les mêmes composants, et d'ailleurs ces interfaces, comme je le disais, elles n'étaient pas forcément cohérentes, et puis des problèmes d'accessibilité, même si on savait qu'un design system n'allait pas tous les réparer, on savait quand même que c'était un levier sur pas mal d'aspects, notamment la gestion des contrastes, la gestion du clavier, les guidelines qui poussent le fait de ne pas oublier certains attributs quand on consomme des composants, etc. Tout ça, c'était nos leviers, on a été le vendre. Et donc moi, par contre, maintenant, quand je fais un petit rétro-pédalage sur mes débuts dans la gestion du design system, mon échec, selon moi, en tant que personne qui l'a co-managé, ça a été d'avoir souvent été focus sur des outputs à la place des outcomes. Et je vais vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas vraiment la différence, ce que c'est. Yes, j'allais te demander C'est de que préciser justement. Yes, merci. Et du coup, un output, ça va vraiment être un indicateur qui indique plutôt quelque chose qui vient d'être produit. Donc par exemple, dans un design system, ça va être des éléments concrets qui ont été créés, par exemple un nombre de composants, on a fait une bibliothèque de style, on a fait des directives sur la conception. C'est un résultat tangible sur lequel moi, à l'époque, en fait, dès le début, je me suis drivé là-dessus. Je me suis dit, allez, il faut qu'on fasse 10 composants, il faut qu'on fasse absolument une librairie React. Et il faut absolument faire ça. Il faut essayer aussi d'avoir, par exemple, 10 contributeurs. Et si j'ai tout ça, et j'ai réussi mon trimestre. Et le trimestre d'après, pareil. C'était très output, output. Et pourtant, dans l'équipe, j'avais encore aujourd'hui Sabrina Vigil, qui pour le coup, elle est design lead du design system. Et qui, elle, était très forte dans l'aspect, va plutôt chercher des outcomes. Et malgré ça, franchement, j'ai mis longtemps à me sortir de la tête de vouloir absolument viser des résultats tangibles comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi les outcomes, c'est mieux. Donc les outcomes, selon moi, c'est mieux parce qu'en fait, un outcome par rapport à un output qui est vraiment un résultat tangible, très clair, un nombre de composants, etc. Un outcome, ça va se concentrer sur l'impact réel qu'a l'utilisation d'un design system de l'autre côté, en fait. Vraiment, la personne qui le consomme, voire même aller jusqu'au client final, en fait, grâce au design system, quel impact on a. Donc on va vraiment derrière l'output d'avoir sorti 10 composants. Oui, c'est bien, mais est-ce qu'en fait, ça a eu un impact? En fait, on ne sait pas. Il faut vraiment aller chercher des outcomes. Et par exemple, des idées d'outcomes dans le contexte d'un design system, ça peut être de mesurer la cohérence visuelle à travers toutes les applications. Donc il y a des entreprises, par exemple, qui mettent en place un brand index, donc, par différentes méthodes de mesure, hein, la plupart, ça va être des interviews directement des utilisateurs, soit en magasin, sur leurs pratiques sportives dans le cadre de Decathlon. Hein, du coup, j'explique un petit peu ici, mais ça va être beaucoup d'interviews, avoir du feedback qualitatif au maximum pour réussir après avec une formule magique, mais qui ne doit surtout pas bouger au fil du temps. Eh bien, un indicateur qui dirait que là, voilà, les personnes, globalement, ne s'y retrouvent pas entre les différentes applications et qu'au fil du temps, les personnes s'y retrouvent. Et généralement, ça, comme le design system, tout le monde est convaincu que c'est un des aspects qui résout, c'est que ça aura eu de la valeur. Et du coup, je trouve que se driver sur ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et j'en ai d'autres. J'en ai un autre d'outcome, par exemple, ça peut être aussi sur la réduction du temps de développement d'une application. Donc pareil, les outcomes, c'est des données qui sont très difficiles à maîtriser. Mais ce qui compte, c'est pas forcément la valeur à l'instant T. Je trouve que c'est la tendance sur plusieurs mois et plusieurs années. Si on a une tendance à réduire, puisqu'en fait on a été recueillir des verbatims sur toujours le même questionnaire, mais pendant 2 ans, si on arrive à avoir une tendance qui montre que les développeurs, par exemple, sont de plus en plus satisfaits, eh bien ça veut dire qu'on réussit. Et pour ça, du coup, on peut utiliser pareil des surveys sur la développeur expérience. Que pensez-vous quand vous récupérez une librairie? Est-ce que la documentation elle est claire, etc. Tout ça, on peut notamment des fois le mesurer dans un système NPS, par exemple Net Promoter Score,
qui permet de voir après s'il y a plutôt des détracteurs sur une autre échelle en fait et de se dire bah là notre NPS commence à être de mieux en mieux donc on monte la satisfaction. Donc ça voilà, c'est plus me driver là-dessus et franchement j'ai mis au moins 2 ans à prendre conscience qu'en fait quand on se drive là-dessus, finalement on peut après aller négocier des outputs. Mais les outputs ils doivent découler pour moi de ces aspects-là. Et voilà un petit peu. Et dans l'engineering, il y a une méthode qui monte pas mal et que j'aime beaucoup, c'est la méthode Accelerate. C'est comment, en fait, on peut, dans un contexte de développement agile, aller de plus en plus vite à sortir des choses, mais aussi tout en restant stable. Donc c'est vraiment la balance entre la vélocité et la stabilité. Et vous pouvez aller voir, en fait, dans la méthode Accelerate, il y a notamment 4 métriques qui sont intéressantes. Elles s'appellent les Dora Metrics. Donc la première, c'est une partie sur la vélocité, donc il y en a deux. On peut par exemple mesurer la fréquence de déploiement, parce qu'en fait, du coup, c'est sûr que si on déploie fréquemment, bah, ça crée de la satisfaction, ça crée du coup, ça crée que s'il y a un problème, eh ben, on peut vite réagir, etc. Donc la deployment frequency. Également le lead time pour des changements, ça c'est intéressant de le traquer. Donc à partir du moment où vous ouvrez une issue, en combien de temps elle a été close, ça peut être intéressant. Parce que du coup, si c'est long, et ben en fait, c'est là où, par exemple, nous on a un checkpoint tous les mois avec notre direction, design system. C'est là où on peut dire que si c'est long, c'est probablement soit parce qu'on n'est pas assez dans l'équipe, soit parce qu'on n'a pas les bons outils. Mais en tout cas, on peut creuser pour comprendre pourquoi c'est long, mais cet indicateur, il est vraiment hyper important. Parce que si on met 8 jours à changer la couleur d'un bouton, bah, c'est potentiellement que dans la chaîne, il y a un souci. Peut-être qu'il n'y a pas assez de disponibilité des designers. Peut-être qu'avoir un développeur à 10%, c'est pas une bonne idée. Et là, on revient par exemple à mon aspect d'avant où j'allais chercher des contributeurs à 10%. Moi, j'étais content à l'époque. Mais en fait, peut-être que la Dora Matrix, elle m'aurait dit, mais du coup, tu mets 8 jours à changer la couleur d'un bouton, et est-ce que c'est bien, en fait? Et donc, c'est pour ça que je préfère maintenant me driver sur ça. Et la deuxième partie, donc il y avait vélocité, la deuxième partie, c'est sur la stabilité du système le change failure rate. Donc ça, c'est est-ce que quand vous faites un changement, ça crée d'autres bugs? Donc là, il faut essayer de le maintenir le plus bas possible. Donc là, c'est notamment sur l'aspect de stabilité. Est-ce qu'on va pas non plus trop vite? Et du coup, on fait pire que mieux. En fait, donc ça, c'est un peu l'autre aspect. Et le median time to restore, c'est en combien de temps on a restauré. Donc ça, c'est plutôt sur la mise en prod, en fait. Par exemple, côté design system, à partir du moment où on merge quelque chose côté design, que c'est retranscrit dans les tokens, qu'ensuite qu'on remerge cette branche, que ça part côté développeur, qu'on fait le changement, qu'on merge, en combien de temps on a réussi, à partir du moment où on a fini le changement, à mettre en prod. Et nous, chez Decathlon, on est à peu près autour de 10 minutes. Donc ça, c'est ce genre de truc qu'il faut, je pense, en tout cas moi, ce que je vous conseille, c'est un conseil de quelqu'un qui s'est raté après 2 ans, qui s'en rend compte maintenant, même trois du coup. Bah ouais, en fait, ça fait 3 ans. Maintenant, voilà, je me drive plus là-dessus. Et juste pour info, si je suis arrivé là-dessus, c'est beaucoup grâce à mes collègues et grâce à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis le temps. Parce qu'en fait, je me suis nourri d'eux et je ne l'ai pas trouvé par moi-même pour le coup. Autant j'écoute pas mal de podcasts, je lis pas mal de livres. Mais celui-là, ça a été beaucoup des gens de l'entreprise Decathlon qui me l'ont dit en fait. Et après, j'ai écouté, je me suis dit, ah ouais, effectivement, vous avez raison, quoi. Eh ben ça me rappelle une des valeurs fortes de FrontGuy, c'est le partage de connaissances, tout simplement. Je veux dire, ça, que ce soit en interne ou Et en oui. externe, c'est quand même la meilleure façon d'avancer et d'évoluer. Alors, merci pour ça. Est-ce que j'aimerais bien revenir justement sur l'échec en lui-même, alors qui n'est pas un échec ponctuel, c'est plutôt quelque Non. chose que tu faisais dans le temps et qui a évolué dans le temps. Est-ce que tu pourrais éventuellement me parler de quelques conséquences que ça a eu, des conséquences néfastes, que ça soit sur l'opérationnel, sur éventuellement le moral des équipes, ou même ton moral, ou même une question de confiance. Voilà, en termes de conséquences, qu'est-ce que ça a apporté? Ben, ça a apporté à certains moments, par exemple, un team mood, donc une forme de l'équipe qui est descendue. Par exemple, quand on a, du coup, quand j'étais drivé sur Output, le problème c'est qu'on prenait pas en compte pas mal de choses. Par exemple, le fait, si je mets, par exemple, allez, il faut avoir 10 composants, si on arrive à 5, mais en fait, le problème, c'est que ça met pas en lumière il était où le problème. Donc, est-ce qu'il est... Et moi, comme je drive une équipe développeur, peut-être qu'on peut se dire, bah, du coup, c'est le bout de chaîne.
Mais non, pas forcément. Et des fois, ça vient même pas de la faute de l'équipe, c'est peut-être le contexte qui fait que finalement, on s'était drivé sur des contributeurs, mais finalement, bah, comme ils sont déjà bien dentis d'être ici, là, ils n'avaient pas réussi à se libérer, et du coup, on n'a pas bénéficié de review, mais comme on s'était dit en équipe qu'on pouvait pas merger sans avoir une review, bah, du coup, les composants, ils n'ont pas été mergés, ce qui a décalé de 2 3 semaines, et en fait, on n'a pas réussi. Donc ça a été un des premiers impacts, ça a été que du coup, ça forcément l'équipe après on commence à être de plus en plus un peu triste en fait de cette situation, de se dire mais on comprend pas, et donc le fait du coup de prendre d'autres indicateurs maintenant met une lumière beaucoup plus claire sur où est le problème en fait, et du coup nativement on est moins triste facilement, puisque c'était pas juste atteindre un nombre qui finalement c'est pas forcément ça l'intérêt principal, c'est plutôt atteindre, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir comme impact. Et généralement, grâce à ces indicateurs-là, on arrive tout de suite à comprendre très vite d'où vient le problème. Et des fois, il vient pas forcément de l'équipe. Mais c'est à nous, en équipe, en tant que responsable du design system, d'aller chercher là où il y a les problèmes et de les remonter pour essayer que ça n'en soit plus un le mois d'après, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, toi, en tant que manager, quand tu vois justement le moral des équipes en baisse, du coup un peu à des décisions d'équipe, de management de la direction, Yes. quel genre d'action, tu vois, si on rentre plutôt dans l'aspect relationnel que tu as avec tes équipes, parce que au Ouais. final, quand on a des équipes qui sont démoralisées, bah, enfin, démoralisées, c'était peut-être pas le terme, c'est peut-être trop fort, un peu triste ou voilà, qui perdent confiance. euh, Humainement, qu'est-ce que tu vas essayer de leur apporter pour justement faire en sorte que bah, ils remontent sur le cheval et qu'ils avancent? Oui. Bah, du coup, déjà, moi, dans mon management, j'ai une approche vraiment très centrée sur l'humain. J'essaie vraiment de créer à chaque fois une atmosphère très positive, collaborative. Moi, ma résilience, ma discipline dans mon travail, que j'ai cultivée notamment grâce à mes passions, en fait, elles se traduisent directement dans mon leadership. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Donc, j'ai essayé de créer un environnement positif. Donc, ce que je vais faire, par exemple, déjà, j'essaie tout de suite de détecter des signaux faibles, parce que malheureusement, des fois, un team mood, ça suffit pas juste de demander si ça va. Et je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui va vite se rendre compte que ça va pas, en fait. Donc moi, j'essaie vraiment d'avoir une approche proactive. On est globalement très souvent en remote parce que j'ai des équipes, j'ai une personne dans l'équipe qui est à Nantes, une personne dans l'équipe qui est à Paris. Maintenant, on a quelqu'un dans l'équipe qui est à Amsterdam aussi. Et on arrive avec la barrière de la langue aussi, où maintenant on parle entièrement en anglais, mais du coup c'est un exercice qui est pas évident. Encore plus difficile de dire que ça va pas quand c'est pas dans la langue maternelle. Et donc moi mon approche c'est de vraiment essayer de rencontrer les gens souvent en visioconférence, même juste 2 3 minutes, pour vraiment prendre un petit peu la température, comment ça va. Et puis, bah, si je vois un signal faible qui me fait dire que là, ça va pas, j'essaie tout de suite de comprendre, en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je programme plutôt une visio de un quart d'heure, 20 minutes, en se disant là, est-ce qu'on peut essayer de parler de tel point, comment tu l'as vécu, cette décision qu'on a eue collégialement, j'ai vu que tu as essayé d'apporter ton idée, mais j'ai vu que ça n'a pas pris, et après, je t'ai senti triste, est-ce que tu veux qu'on en parle? Vraiment, j'essaie de faire ça. Et à partir du moment où je fais ça, généralement la personne se livre. Donc je crée le contexte pour qu'elle me dise les choses et je lui fais comprendre qu'il n'y a aucun souci, on peut tout se dire, en fait. Et au moment où elle me dit les choses, où il me dit les choses, eh ben on arrive sur, là je prends un plan d'action. Donc si c'est quelque chose qui concerne plusieurs personnes de l'équipe, et ben du coup on va se voir en équipe et on va faire un point dédié à ce qui vient de se passer sur ça, tout en restant positif. Et en tout cas, j'essaie de craquer au plus vite et détecter au plus vite aussi. Voilà. Ok. Et toi, du coup, quand tu as des choses comme ça qui se passent, où là, c'est dans cette situation, j'imagine que c'est un peu l'ensemble de l'équipe qui était un peu en bad mood. Toi, personnellement, c'est des choses, j'imagine que si tu as un management humain et bienveillant comme ça, j'imagine que bah, ça doit te toucher aussi forcément personnellement. Euh, Oui. Comment tu arrives à justement à garder le cap, à te redresser et parce qu'on dit souvent que bah, si nous-mêmes on est dans une ambiance un peu bad mood, bah, on a tendance à la transmettre. Donc du coup, il faut essayer de rester dans cette Mm. ambiance good mood et positive. Donc comment tu arrives à manager ça, toi, de ton côté? Ben, la réponse, c'est déjà que des fois, j'arrive pas et que je fais des erreurs. Non, mais on arrive sur encore des échecs, encore récemment. Moi, ça m'arrive des Mhm. fois de faire transparaître un stress que j'ai.
Ouais, Et donc moi-même, constamment, j'essaie déjà de me remettre en question. Et en fait, quand vraiment ça arrive vers moi, maintenant, j'essaie vraiment de ne pas le montrer et d'aller rapidement, peut-être, si j'ai besoin, en tout cas en parler à mon propre manager, qui pour le coup est un Dear of Engineering, Thomas, qui a beaucoup d'expérience, a beaucoup de recul. Et du coup, lui, il arrive régulièrement à me remettre sur le bon rail, à me donner les bons conseils très rapidement. Donc j'ai cette chance en fait que au-dessus de moi, j'ai quelqu'un qui peut tout de suite me coacher et qui est aussi très humain. Donc ça, je trouve que c'est hyper important parce que si j'avais pas au-dessus quelqu'un qui parlait, effectivement, je pense que du coup, s'il y a des auditeurs qui sont peut-être dans cette situation, bah alors j'essaierai d'aller trouver un mentor dans l'entreprise ailleurs, mais quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, quelqu'un qui a plus de vécu, qui a vécu des situations difficiles, pour vraiment me faire relativiser et me donner les bons conseils pour voir comment je peux adapter une situation qui vient de se passer, quoi. parce que du coup, est-ce que ça serait pas ça le secret, justement, réussir à faire relativiser? Parce qu'au final, bon, oui, certes, il y a des investissements forts, il y a des objectifs, etc. Mais bon, mine de rien, est-ce que ça vaut le coup de se mettre, comme disait ma grand-mère, la rate au courbouillon, pour des problématiques qui n'en sont peut-être pas? Est-ce que le secret, c'est pas justement de relativiser, de réussir à prendre du recul pour pouvoir replonger et avancer, quoi? C'est ça, c'est ça. Et des fois, il arrive des choses dans la vie. Bah, il suffit de regarder les infos, il suffit de Oui. regarder des fois, malheureusement, quand il se passe aussi des tristes nouvelles, voilà, des décès, etc. C'est Euh, ces petites périodes-là qui font prendre conscience que, bah, moi, dans mon cas en tout cas, je travaille sur un design system et que voilà, c'est pas parce qu'on a une journée de retard que ça y est, c'est la fin du monde et qu'il faut se mettre dans le rouge. On est dans un marathon. On peut pas être 100% productif chaque jour. Ce qu'il faut faire, c'est prendre soin des personnes pour qu'elles soient au meilleur d'elles-mêmes, qu'elles grandissent. Et que si on prend vraiment une photo plutôt au trimestre, voire au semestre ou à l'année, ça avance en fait. Mais à la journée, je pense, moi je suis vraiment pas un manager qui manage à la journée. Parce que une journée c'est tellement différent d'un jour à l'autre en fait. Et on peut avoir quelqu'un qui va nous sortir le feu le lundi et le mardi ça va pas du tout aller. Mais en fait, pas grave, moi, tant que sur le trimestre, on a les outcomes et que ça grandit au niveau KPI ou que ça réduit si on doit réduire, et ben moi, ça me va en fait. Et j'essaie vraiment que les gens soient heureux au travail au maximum parce que je suis sûr que c'est comme ça à la fois qu'on les garde et qu'on les fait grandir et qui, du coup, ont des bonnes performances. Très beau, magnifique. Je suis totalement aligné avec cette vision des choses, le point de vue Top. vraiment humain et bienveillant. Pour moi, c'est vraiment crucial dans la partie management, mais aussi bien management que opérationnel. Et effectivement, alors, il y a un truc que tu me dis, quand tu me dis, bah, même, alors déjà, j'y arrive pas tout le temps quand je suis stressé ou triste de ne pas le faire transparaître. Et tu me dis, bah, j'essaye de pas le faire transparaître. Et j'ai Mhm. l'impression que dans le monde des entreprises, quand on est à un poste à responsabilité, manager, etc., en fait, on n'a pas le droit d'avoir des coups de mou et que du coup, c'est mal vu et que ça peut entraîner d'autres conséquences, alors que on est tous humains et qu'on a le droit normalement d'avoir ces coups de mou, ces petits manques de confiance. Et ça revient un petit peu justement quelque chose qui est très présent dans le design, qui est le syndrome de l'imposteur, de Mhm. se sentir pas légitime à notre place, notamment dans voilà, quand on subit des échecs et des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion? Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose à ne pas montrer, à cacher absolument, ou est-ce que tu rêves d'une entreprise où, même à ces postes-là, voilà, on a le droit d'avoir ces périodes-là qui sont un peu compliquées à gérer, quoi. Non, je pense en tout cas, par exemple, chez Decathlon, nous, c'est le droit à l'erreur, c'est quelque chose qu'on apprend dès le départ quand on est onboardé. En fait, on est onboardé dans une entreprise où on a le droit à l'erreur. Donc, de base, on nous explique que c'est comme ça que du coup, vous allez oser faire des choses, en fait. Parce que si tu arrives dans un contexte où tu n'as pas le droit à l'erreur, bah, du coup, tu t'es moins innovant, t'es moins créatif. Peut-être que le design system, on n'aurait jamais osé le lancer en bottom-up parce que si on n'avait pas le droit à l'erreur, bah, ce que j'aurais osé il y a 3 ans avec Sabrina, avec Marie, avec Ronan,
aller voir le CTO si on n'avait pas le droit à l'erreur. Non, j'aurais peut-être pas osé parce que j'ai un CDI, j'ai envie de rester, je m'y sors bien. Là, non, t'arrives, t'as le droit à l'erreur. Bien sûr, on traque régulièrement, on te remet sur le droit chemin, on arrête ton projet si vraiment il n'y a pas les résultats. Mais t'as le droit à l'erreur, en fait. Et après, tu pourras refaire une note après, tant que c'est pas 20 fois la même, quoi. Mais t'as le droit. Et donc, ça, non, non, moi, je suis vraiment pour cet aspect-là, puisque bah, c'est notamment pour ça que je suis chez Decathlon aussi, parce que j'aime beaucoup cet aspect qui prône la créativité au travail et l'innovation. Par contre, il y a vraiment un point où moi j'essaie vraiment de faire très attention et je me gourre encore. Et c'est vraiment pour mon équipe. Quand il y a des choses qui, je sais que ça va leur faire du mal s'ils me voient mal, alors qu'en fait il suffirait juste que je me cache un petit peu et que j'en parle à mon manager. Du coup, c'est pas très compliqué pour moi. Bah ça, faut vraiment que je me force parce qu'en fait, ou des fois, des discussions qui ne sont pas encore actées, qui m'impactent parce que, admettons, on va pas avoir tel budget ou telle enveloppe qu'on avait voulu pour refaire une librairie ou j'en sais rien, ou on va devoir rationaliser une techno vers une seule techno, etc. Tant que c'est pas acté, tant que... Et moi, pourtant, en tant que manager, je suis dans ces discussions, je pense que des fois, c'est important de pas tout dire tout de suite parce qu'en fait, ça se trouve, ce sera jamais acté. Donc en fait, il n'y a peut-être pas besoin d'alerter tout de suite. Donc ça, pour le coup, on a le droit à l'erreur, et du coup, je fais encore ces erreurs-là, mais j'essaie de plus les faire, celles-ci, de parler trop vite, etc. Parce que quand tu arrives dans le management, tu arrives dans des discussions où c'est pas le fait de pas être transparent ou de cacher, c'est juste que c'est pas acté. Donc ça sert à rien peut-être d'alerter pour rien et de C'est faire juste une peur aux question gens. de, c'est juste une question de timing au final, quoi. C'est juste embarquer les gens Exactement, au voilà. moment où ça peut avoir de la valeur pour eux et pas les mettre dans Parce que cette c'est acté en spirale de, fait, et de doute, pas quoi. Ouais, rester sur ouais, les bien sûr. rumeurs. Les rumeurs, en fait, dès que c'est une rumeur, pour moi, il faut faire attention en tant que Hum, manager. Les rumeurs sont difficiles, il faut les garder au maximum et pas forcément les répandre trop vite. Manager, c'est aussi fait pour pas qu'elles se répandent trop, tant que c'est une rumeur, en fait. C'est... Ouais, tout à fait, parce qu'effectivement, on peut très facilement donner de l'espoir à une équipe, par exemple d'une Oui, rumeur très positive, et puis en fait, et c'est tentant en fait en tant que manager, parce que on a envie de bien leur sûr, donner des perspectives, on a envie de leur dire, ah vous inquiétez pas, grave. ça va le faire, et en fait tant que c'est pas acté, bah effectivement tu as raison, vaut mieux le garder pour soi, et puis bah on arrivera, si c'est vraiment acté, là on leur donnera un vrai espoir et des vraies raisons d'être heureux et épanoui, quoi. Ok, C'est ça. c'est un très beau sujet, c'est passionnant tout ça. Top. Un titre par rapport à l'échec dont tu as parlé, donc sur les output, outcomes. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as dépassé, que tu as appris à mettre en place. D'un Ouais. point de vue, et donc du coup, bah, comment t'en es arrivé là? Est-ce que, alors tu me disais que tout à l'heure c'était beaucoup par en discutant avec tes collègues, etc. Mais comment tu as réussi à transmettre ça aux équipes du coup? Ben, c'est par le concret. En fait, je trouve que ça, faut sortir très vite des livres et de la théorie, parce que comme je vous parle par exemple de Dora Matrix, etc., vous êtes dans la théorie, là, si vous nous écoutez, vous allez peut-être aller regarder. Par contre, quand on en parle aux équipes, il faut bien sûr leur faire la même intro que j'ai faite, mais pour moi, il faut s'arrêter à 10 minutes et tout de suite après l'appliquer au contexte qui parle aux gens. Parce que, et limite arriver déjà avec le dashboard, avec des fausses données, nous, par quoi on a commencé, et c'est très récent, on a fait un petit atelier où en fait on a fait un icebreaker lors de notre lancement d'année là, et on s'est dit dans FigJam, donc il y a un outil de whiteboarding comme Miro, comme d'autres, on s'est dit, bah, on va dessiner notre dashboard et on se met la contrainte de rester en 16 neuvième, comme si on avait une télé toute la journée. Et qu'est-ce qu'on allait afficher? Sachant qu'on doit afficher que des outcomes, donc des KPI de ce type de métrique. Et on avait donné à dispo bah, une lib de charts, un petit wikit de charts, donc avec voilà, des pie charts, avec des graphes de diverses manières, des numbers, etc. Et chacun a dessiné son petit dashboard et c'était pas mal parce qu'après on avait du coup 10 minutes pour faire ça et sur les 20 autres minutes, on a tous discuté et on a créé le dashboard parfait de l'équipe qui concentre du coup 8 KPI qui passe sur une télé et donc ça a parlé tout de suite aux gens et on s'est refusé de mettre des outputs. Donc avant on avait bien sûr fait la différence entre les deux et voilà, je pense que la meilleure façon de l'amener c'est d'aller comme ça vers le concret. 15 minutes de théorie, 30 minutes de pratique, et au bout d'une heure, je pense que tout de suite les gens vont comprendre qu'effectivement c'est mieux de se dire qu'on va augmenter l'efficience, que derrière notre design system,
au fur et à mesure, il y a une corrélation entre il est présent et du coup, ça augmente la performance des applications, ça augmente leur taux d'accessibilité, alors que quand il l'est pas, bah ça, c'est moins haut, ces taux-là, versus on doit absolument avoir X contributeurs, 13 composants sur le mois. Voilà, ça, on ne sait pas l'impact que ça se trouve, ces composants, ils sont pas utilisés, donc aussi bien traqué que c'est bien utilisé, etc. Toutes ces données-là, quoi. Ouais, donc du coup, vraiment, effectivement, le concret, moi je suis totalement d'accord. Effectivement, on n'apprend pas mieux que quand on fait les choses. Et puis, Exact, ouais. effectivement, cet aspect collaboratif, c'est-à-dire vraiment faire s'engager les gens et faire participer les gens à la création de ça pour que derrière, ils aient vraiment une compréhension parfaite de ces outcomes et qu'ils puissent être engagés dessus. Effectivement, pour moi, c'est une très très bonne solution. Merci beaucoup Laurent pour tout ça. Le temps file, on pourrait continuer à parler pendant Ouais. des heures. Euh, Tu m'avais parlé quand on a commencé à préparer, à discuter ça, d'une éventuelle conclusion où tu voulais parler avec des méthodes ADR, d'architecture, etc. Est-ce que tu veux toujours partager un petit mot sur Ouais. ça? Est-ce que tu penses que c'est pertinent par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Bah carrément, carrément. En fait, effectivement, quand on a préparé de ce podcast, que moi je découvre du coup sur sa thématique, sur les échecs et l'impact que ça a sur nos vies pro, vie perso, etc. Et comment, grâce à ces échecs, on devient plus fort. Euh, j'ai vraiment adoré l'approche parce que moi, quand je l'ai préparé là pour t'expliquer cet échec, je l'ai fait de manière contexte, problème, solution. Donc il y a forcément, quand on explique un échec, généralement on remet en place le contexte. Donc on était en telle année, les gens y revenaient de confinement. Enfin, c'est un peu ce que je l'ai pas dit comme ça, mais je vous ai dit post-Covid et tout, contexte remote, etc. Enfin, il y a toujours un contexte. En tout cas, il y a toujours un moment auquel on a eu cet échec, et c'est important d'expliquer le contexte pour bien comprendre. Il y a ensuite, bah, du coup, il y a eu un problème. Et après, bah, on a passé la majorité de l'épisode à expliquer la solution pour plus que ce problème se reproduise. Et en fait, j'ai trouvé que ça m'a reflété quelque chose que je fais au quotidien, qui a été poussé beaucoup par l'engineering chez Decathlon, qui est la méthodologie ADR, donc c'est Architecture Decision Records, qui est exactement le même framework, contexte, problème, solution. En fait, c'est une manière de tracer nos décisions à un instant T dans nos repositories. Donc, clairement, c'est sur GitHub, c'est dans un fichier Markdown, c'est un dossier ADR. Et là, on les liste. Le 1, ben, c'est pourquoi on est parti sur Svelte et pas React. Enfin, c'est un exemple, c'est pas vrai. Après, pourquoi on a utilisé telle librairie pour faire le data picker. Pourquoi on a utilisé les data attributes pour faire nos sélecteurs CSS, etc. Vraiment, toutes les décisions, les tracer. Et ça a plein de vertus parce que quand on onboard des nouvelles personnes, bah on leur dit bah tu peux regarder le repo, tu peux regarder notre doc et surtout regarde toutes nos décisions. Parce que nous, par exemple, dans nos ADR au design system, on a plein d'ADR sur comment on nomme les tokens. Quels sont les trois niveaux de layer de nos design tokens, quels outils on utilise, sur quoi on est parti pour le naming, sur quelle convention, etc. etc. Et ça en cross-platform, on a encore fait un hier où on s'est dit que bah, le problème, par exemple, si vous faites des design systems, un toggle s'appelle switch sur Android, il s'appelle toggle sur le web, il s'appelle toggle sur Apple. On s'est dit, du coup, sur Figma, on garde les noms au plus proche des standards. Donc, sur Android, ça va être Material 3 en ce moment. Sur Apple, ça va être SwiftUI. Sur le web, il n'y en a pas. Il y a OpenUI quand même. Il y a une initiative qui se lance pour essayer de cadrer tout ça. Et ça, c'est vraiment pas mal. Mais sinon, il n'y a pas de gros standards, malheureusement. Et du coup, on se rapproche quand même de l'HTML au plus proche dans les namings, si ça existe, le composant. Et donc là, on s'est dit, bah, dans Figma, dans la librairie dev, on prend le même nom. Donc pour le toggle, bah, toggle, toggle côté web, toggle, toggle côté Apple et switch, switch côté Android. Par contre, pour les tokens, pour éviter d'avoir des noms différents aussi, alors qu'en fait on parle du même univers, alors on a décidé de prendre le nom de la plateforme web. C'est parce que c'est pareil, dans les tokens, dans nos valeurs, on met du CSS. Mais pourtant, une cubique Bézier en CSS, elle s'affiche pas pareil en Compose ou en Swift. Et ben on a décidé que c'était le web. Et ben cette décision, il faut la tracer parce que quelqu'un qui arrive dans l'équipe après, il va pas comprendre. Un dev Android, il va dire pourquoi ça s'appelle toggle en fait, c'est un switch. Ou alors pourquoi c'est une bottom sheet et c'est pas un drawer pour un développeur web.
Bah ouais, parce qu'on n'a pas les mêmes jargons, il y a des opinions, et donc il faut tracer tout ça. Et voilà, j'ai trouvé que ton podcast, en fait, j'ai été vite à l'aise à le préparer parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et je recommande à tout le monde. Et juste pour info, il faut pas avoir peur de tracer des décisions parce que dans les décisions, il y a une date. Et la date, elle peut changer. Donc une décision, elle peut être mise à jour. Et bah, moi, ça rebondit avec le droit à l'erreur. On peut se tromper dans une décision, mais en tout cas, il faut la tracer parce qu'on l'en fait tout le temps. Et si on trace pas, bah, c'est compliqué d'onboarder. C'est des fois compliqué de se souvenir aussi. Donc Ouais. voilà, merci, Et merci pour ça. bah de rien, et avec grand grand plaisir. Et c'est vrai que dans les profils juniors, moi je rencontre souvent des gens qui se disent ouais, mais là on va prendre une décision, donc il faut vraiment qu'on soit sûr de nous à Ah, 1000%, voilà, et donc qui essayent de sécuriser les choses à on n'y fond les va ballons. jamais. Bah, et bah du coup on n'y va jamais, et donc ça c'est le problème. Et donc voilà, je pense qu'il faut quand même trouver le bon équilibre. Il faut bien étudier les choses pour prendre une Ah décision en oui, connaissance de cause, collaborative, etc. Mais il ne faut pas tergiverser, et donc voilà, il faut prendre une décision en sachant que eh ben, on pourra revenir sur cette décision et que c'est pas grave, et qu'il n'y a pas de problème avec ça en fait. Et ça permet d'avancer ouais. plus vite, moi je trouve. Et c'est vrai que bah, je trouve que ça colle vachement plus avec bah, toutes les méthodes de design, d'itération, d'agilité, et ça je trouve que c'est très très fort. Bon bah merci beaucoup beaucoup en tout cas Laurent pour tous ces conseils et ce témoignage. Je pense que effectivement voilà, pour moi le cœur de tout ça c'est quand même malgré tout la bienveillance, le côté l'aspect vraiment humain, motivation, le droit à l'erreur, tout ça c'est des sujets qui sont vraiment hyper importants, et quand ils sont vraiment appliqués en entreprise, je pense que c'est là où vraiment on peut faire briller les gens, faire que les gens s'épanouissent vraiment et avancent, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et au final, ça se retrouve dans le produit, ça se retrouve dans le business, ça se retrouve partout. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment essentiel. Donc merci beaucoup d'avoir témoigné à travers ce podcast. Est-ce que tu as un petit dernier mot pour la fin avant qu'on se quitte? Yes, eh ben, écoute, merci à toi de m'avoir invité. Merci d'avoir créé les chroniques du Design Ops. Moi, je trouve que c'est un super podcast. J'espère que voir plein d'épisodes par la suite. Ne pas avoir de syndrome de l'imposteur du tout là-dessus, c'est super bénéfique dans tous les cas d'écouter des témoignages. Et le format de podcast, il est génial parce que qu'est-ce qu'il y a de plein de moments des fois où on peut malheureusement rien faire. Moi, quand je suis en volant en voiture, bah, j'écoute bien sûr de la musique des fois parce que ça détend aussi de se déconnecter. Mais des fois, j'ai envie d'écouter un podcast. Et ce que j'aime bien dans ce format, c'est que c'est pas forcément beaucoup cuté. C'est très naturel, c'est une discussion. Et moi, j'ai vraiment apprécié ça. Et en dernier mot, bah, ce serait un mot pour l'équipe du Design System de Decathlon. Voilà, leur dire que je suis très fier de tout ce qu'on a fait. Je suis content de la voir grandir au fil des années. Ça fait 3 ans qu'à chaque fois, ça fait x2. Donc ça va s'arrêter au bout d'un moment au niveau du nombre de dans l'équipe. Mais voilà, je suis très fier de tout ce qu'on fait. Et donc voilà, c'était un petit mot pour une petite dédicace. Eh ben écoute, c'est parfait, c'est gentil, c'est bienveillant. Merci beaucoup Laurent pour ta participation. Je te dis au revoir, je te dis bonne continuation, et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.